Bonjour à tous. Merci d'avoir répondu si nombreux présents à ce webinaire d'aujourd'hui dédié à la présentation du nouveau gouvernement ukrainien. Ce webinaire s'inscrit dans la série des webinaires qui sont organisés par la CCFU, qui ont été organisés tout au long des 2 dernières années sur un ensemble de sujets relatifs à l'Ukraine, à la reconstruction, à des rencontres avec des ministres, avec des personnes agissant pour l'Ukraine. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous avoir si nombreux. Nous allons commencer sans plus attendre la présentation de ce matin. La présentation de ce matin qui va durer environ à peu près 1 heure, qui est dédiée aujourd'hui au nouveau gouvernement ukrainien. Comme vous le savez tous, l'Ukraine a connu au mois de septembre le plus grand remaniement ministériel depuis le début de l'invasion russe. Ces changements avaient été annoncés déjà plusieurs mois auparavant. Ils n'arrivaient pas exactement comme une surprise, ils avaient été relativement attendus. Pour autant, aujourd'hui, ce qui est important pour nous et pour vous également, c'est de bien comprendre, d'une part, la présentation qui va être faite pour la première partie de la présentation sur le nouveau gouvernement, la nouvelle composition, les nouveaux membres, et de deuxième part, comprendre également quel pourrait être, s'il y en a un impact sur la scène internationale, et de comprendre comment cela s'inscrit dans une logique de négociation avec les partenaires internationaux. Alors, nous avons aujourd'hui deux éminents intervenants qui nous font le plaisir et l'honneur de nous faire une présentation ce matin. Tout d'abord, nous avons Elsa Vidal, qui est la rédactrice en chef de la section, la rédaction russophone à RFI. Elle couvre l'ensemble de l'actualité et travaille sur la zone de l'ex-URSS depuis plus de 25 ans. Vous la connaissez certainement car elle intervient sur de nombreux médias et elle a écrit, elle est l'auteur du livre dont le titre est particulièrement révélateur. Grégoire, il faut couper les micros. Voilà, merci. Qui s'appelle La fascination pour la Russie, 30 ans de complaisance envers les dirigeants russes. Donc merci à Elsa d'être avec nous aujourd'hui. Et nous avons également avec nous Sébastien Gobert, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est journaliste, expert de l'Ukraine et de la région de la mer Noire, puisque il est présent en Ukraine depuis 2011. Il est intervenu pour de nombreuses rédactions de journaux et de radios telles que RFI, Libération, Ouest France. Et depuis 2024, il s'est réinstallé en Ukraine et est expert, journaliste indépendant, expert et auteur d'un livre sur l'Ukraine. Donc, merci à tous les deux pour votre participation ce matin et votre temps que vous nous consacrez. Sans plus attendre, je propose donc de passer la parole successivement, tout d'abord, dans un premier temps, à Sébastien, puis ensuite à Elsa, pour pouvoir nous faire une présentation de ce nouveau gouvernement et des impacts que cela pourrait avoir. Grégoire, il va falloir couper le son, voilà. Donc, sans plus attendre, Sébastien, si tu pouvais... Ouais, voilà, bonjour à tous. Donc, moi, ta présentation. je viens Et tout juste de partager mon écran. Est-ce que ça se voit? oui, Ça ça se se voit voit. très bien. Ok, super. Super, super. Bon, ouais, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais le mettre en plein écran, n'est-ce pas? Alors,
Sans plus attendre, pourquoi remanier en temps de guerre? Donc, petite présentation sur les raisons du remaniement. D'une part, il faut voir ça à travers le prisme du style Zelensky. On le sait, il le faisait dans sa série télévisée en tant que président accidentel, et il a continué à le faire dès son élection. Donc, on se rappelle que en 2019, juste après son élection, il avait fait un tour des régions d'Ukraine et on le voyait limoger des fonctionnaires qui étaient censés être corrompus ou qui n'étaient pas à son goût, et il faisait ça dans des salles bondées ou en direct sur les réseaux sociaux. Depuis le début de l'invasion généralisée, il n'a pas hésité à limoger sa procureure générale, le chef du SBU, donc les services de renseignement et de sécurité, qui était un ami d'enfance, enfin qui est toujours un ami d'enfance d'ailleurs, ou encore le ministre de la Défense. Donc voilà, on pourrait trouver que c'est un peu osé de remanier un gouvernement dans le cadre de l'invasion généralisée, mais ça a déjà, fondamentalement, ça a déjà été fait et on peut même s'attendre à ce que ça soit fait de nouveau. Euh, la deuxième raison qui a été invoquée pour ce remaniement, c'est un souci d'efficacité. C'est-à-dire que dans la précédente mouture du gouvernement, il y avait 22 ministres, dont 5 qui étaient par intérim. Ce qui fait que le cabinet avait des soucis pour procéder à des votes ou pour atteindre le quorum. Donc, ce remaniement a permis de d'officialiser les postes de ces ministres par intérim et donc de gagner en efficacité. Une autre raison qui a été invoquée cette fois-ci directement par Zelensky, c'est adresser les défis de l'automne, c'est-à-dire passer le budget, prévoir une stratégie énergétique pour l'hiver, améliorer les relations entre le pouvoir central et les collectivités territoriales. Il y a encore d'autres raisons que je ne cite pas ici. Mais donc voilà, il y avait véritablement une, euh, une logique de rationalisation et une logique et une recherche d'efficacité. Une autre raison, mais cette fois-ci qui n'a pas été invoquée en tant que telle par l'exécutif, c'est infléchir la politique étrangère, améliorer les relations, enfin en tout cas changer le tempo des relations avec les partenaires occidentaux, notamment en ce qui concerne les approvisionnements en systèmes de défense antiaérienne ou en armement. Et aussi, ça c'est mon analyse qui est partagée par plusieurs observateurs, c'est que cela peut préparer le terrain à des négociations de paix, donc potentiellement avec la Russie dans un format qui reste à déterminer. Mais ça, j'y viendrai à la fin de ma présentation. Et puis évidemment, la grande raison de ce remaniement, qui en fait était plus un jeu de chaises musicales que un remaniement, puisqu'on n'a pas vraiment assisté à des entrées et des sorties, mais plutôt à un changement de position de plusieurs personnes, c'était concentrer les pouvoirs au profit de la présidence. Mais ça, j'y reviendrai aussi. Donc, dans la précédente mouture, on avait 22 ministres. Maintenant, on a 20 ministres, plus encore un ministre par intérim. Donc, ça met déjà un bémol sur la recherche d'efficacité et sur la rationalisation du cabinet, puisque vous pouvez le voir. Alors, je peux pas le montrer avec ma souris, mais vous avez Anatoly Stelmach, donc qui est sur la troisième rangée et qui est le ministre par intérim pour la réintégration. Et donc voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que même ce remaniement n'a pas permis en fait d'avoir tout un corps de ministres en plein exercice. Alors, je m'arrête juste quelques secondes sur ce photomaton, juste pour parler des poids lourds. Donc, le premier que vous voyez en haut à gauche, c'est évidemment le Premier ministre Denis Shmyhal. Alors lui, il reste, d'une part parce que c'est un bon soldat, et je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, mais voilà, c'est vraiment quelqu'un de très policé qui fait pas de vagues, et donc qui ne fait pas de concurrence à Volodymyr Zelensky et à la présidence, et ça c'est très important. On se rappelle que c'est ça qui a coûté son poste à plus d'un officiel, notamment à Zaloujny, parmi d'autres raisons. Mais donc, il y a aussi une autre raison, c'est que si jamais on changeait de Premier ministre, alors dans ce cas-là, il aurait fallu que tout le gouvernement démissionne, puisque
c'est cela qui est écrit dans les règles de changement ministériel. Donc, ça a imposé des changements beaucoup trop conséquents. Et donc, Denis Shmyhal reste. On a Yulia Spirydenko, qui est juste à côté, et elle qui est une personnalité très appréciée. On a évidemment Mikhailo Fedorov, qui est une personnalité très médiatique pour les nouvelles technologies, la numérisation de l'Ukraine. On a le ministre de la Santé, Victor Liachko, qui est là depuis la pandémie. Donc voilà, on a des poids lourds qui restent. Mais on en a qui ont changé. Donc, notamment, un des aspects les plus intéressants de ce donc remaniement, de ce jeu de chaises musicales, c'est Olga Stefanishyna, qui était vice-première ministre pour l'intégration européenne et qui est devenue vice-première ministre pour l'intégration européenne. Donc, quand je parle de jeu de chaises musicales, c'est un peu ça. Mais à son portefeuille, s'est ajouté la justice. Et ça, c'est très important. Ça montre que l'Ukraine met un accent très fort sur l'intégration européenne, puisqu'elle est désormais à la tête d'un super ministère qui, donc, en comprenant la justice, eh bien, ouvre le champ, potentiellement, hein, on va voir si jamais ça se réalise, ouvre le champ à ce qu'on appelle la mère de toutes les réformes, c'est-à-dire la réforme, la refonte du système judiciaire, le renforcement de l'état de droit, qui inclut évidemment la lutte contre la corruption et qui inclut dans le processus d'intégration européenne l'harmonisation avec l'acquis communautaire. Olga Stefanishyna, très proche d'Andriy Yermak. Andriy Yermak, donc le directeur de cabinet de Volodymyr Zelensky. Deuxième profil sur lequel je m'arrête, c'est Oleksiy Kuleba, qui est donc désormais le ministre de la restauration de l'Ukraine et aussi des communautés et des territoires. Il me semble qu'il a encore un autre titre sur ça. Donc Svitlana Hrinchuk, environnement, qui est aussi une proche donc, de la présidence. Mykola Toshitsky, culture, c'est un ancien adjoint d'Andriy Yermak. Herman Smetanin, donc lui, il prend les infrastructures stratégiques. Il a été nommé par la grâce de son prédécesseur, Alexander Kamyshin, donc aussi une personnalité très médiatique et qui est l'espèce d'aide de camp de communication de la présidence. Il est très, très présent sur les réseaux sociaux et à travers les différents postes qu'il a occupés, eh bien, il a véritablement essayé de faire passer des messages stratégiques de modernisation et de recherche de partenariat avec comment dire, des pays étrangers. Euh, il y a une semaine, il était parti pour être conseiller auprès de Volodymyr Zelensky. Et il y a 2 jours, il a annoncé qu'il rejoignait Ukrzaliznytsia, donc la compagnie ferroviaire, à la tête de laquelle il était il y a 1 an maintenant. Donc voilà, lui aussi, il fait partie de ce jeu de chaises musicales. Et Herman Smetanin, donc son proche collaborateur qui prend les infrastructures stratégiques, c'est pareil. Donc ça, c'est pour, si vous voulez, les ministres qui sont qui ont été nommés et comme on voit, ils ont tous été nommés en lien avec la présidence. Est-ce qu'il faut que je ferme la fenêtre parce qu'il y a quelqu'un qui passe le... Non, ça va, ok, d'accord. Il y a quelqu'un qui passe la tondeuse dans le jardin. Non, ça va. Merci. Euh, parmi comment dire, parmi les ministres qui n'ont pas bougé, et donc j'en ai pas parlé sur les slides précédentes, il y a Ruslan Umerov, donc le ministre de la Défense, qui lui n'a pas du tout été inquiété par ce remaniement, alors que son ministère est décrié
comme un ministère du chaos. Ça, c'est une expression d'une ONG de lutte anticorruption, l'ANTAC, ici en Ukraine. Et son ministère est dénoncé comme une source de dysfonctionnement et de comment dire de problèmes structurels vis-à-vis des marchés publics et ainsi de suite. Donc, ce qu'on voit, c'est que la justification de rationalisation et de recherche d'efficacité qui était, qui justifiait ce remaniement, elle est véritablement à relativiser. Puisque, d'une part, il reste un ministre par intérim. D'autre part, le ministère de la Défense n'a pas du tout été inquiété par ce remaniement. Et troisièmement, il y a quand même beaucoup de nominations qui semblent avoir été justifiées par des liens personnels et des liens de loyauté, peut-être au détriment de la compétence. Ça ne veut pas du tout dire que les nouveaux ministres ne sont pas compétents, mais en tout cas, la première raison de leur nomination, c'est leur lien avec la présidence et notamment avec Andriy Yermak. Ça, il faut le comprendre. Encore une fois, je reviens à ce style Zelensky. C'est euh, le, c'est comment dire, c'est en s'appuyant sur un petit groupe de proches collaborateurs que Zelensky a réussi sa carrière de comédien et de producteur. Il faut se rappeler que c'était un homme d'affaires à succès. Et depuis qu'il est arrivé à la présidence, en fait, il ne fait que resserrer le cercle sur lequel il s'appuie. Au fil des différents remaniements qu'il y a eu, début 2020 ou 2021, ou depuis le lancement de l'invasion généralisée, on voit qu'en fait, ça se resserre de plus en plus. Là-dessus, il faut vraiment s'arrêter sur Andriy Yermak, parce que Volodymyr Zelensky, il a un rôle de communication, et notamment de communication avec les Ukrainiens et avec les partenaires occidentaux. Il a un rôle d'impulsion sur des grands axes stratégiques, mais celui qui fait tourner la machine d'État, et ça depuis déjà 2020, c'est véritablement Andriy Yermak. Andriy Yermak, donc, un ancien producteur de télévision et de cinéma, avec lequel Volodymyr Zelensky avait travaillé donc dans leurs anciennes vies, et donc encore une fois quelqu'un de proche, quelqu'un de loyal, quelqu'un en qui Volodymyr Zelensky a confiance et sur lequel il se repose complètement. Andriy Yermak, dans sa gestion de l'appareil d'État, il bon, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui sont à évaluer positivement ou en tout cas de manière assez constructive. Mais ce qu'on voit depuis, ben donc déjà 2020, ça fait déjà depuis 4 ans, c'est que il s'est reconstitué des cercles d'intérêt et que il y a des membres de son entourage qui profitent des positions de pouvoir qui leur sont attribuées, donc au sein de l'administration présidentielle, mais aussi au sein de des ministères et de l'administration. Euh, c'est là dans le cadre de ce remaniement, ça a été particulièrement visible dans le domaine de l'énergie, puisque à la fois un conseiller de la présidence, donc c'est un adjoint d'Andriy Yermak, a été limogé, mais aussi le chef de Ukrenergo, qui est la compagnie d'électricité ukrainienne, a aussi été limogé. Et ça, donc, selon les sources de Ukrainska Pravda et de Novoye Vremya, c'est Andriy Yermak qui a tranché dans un conflit entre ces deux personnes et le ministre de l'énergie. Donc, on voit que c'est une des, euh, c'est une des données à prendre en compte dans ce jeu de chaises musicales. Il y a des arbitrages qui sont faits par Andriy Yermak. Est-ce que ces arbitrages sont dans l'intérêt de l'État? Ça, c'est encore une autre question, puisque donc le limogeage du chef de Ukrenergo a fait grand bruit et par exemple, il a beaucoup inquiété les partenaires occidentaux et on a vu le G7, donc les représentants, enfin les ambassadeurs du G7,
demander plus de transparence et demander plus de responsabilité dans la future conduite des opérations d'Ukrenergo. Donc, une autre implication de ce remaniement, qui concentre véritablement tous les pouvoirs au sein entre les mains de la présidence, c'est eh bien la concentration, donc l'érection de cette verticale du pouvoir dans l'Ukraine qui fait face à cette invasion généralisée. La Verkhovna Rada, donc le Parlement, n'est plus qu'une chambre d'enregistrement. Et ça, c'était plus ou moins vrai auparavant, puisque de toute manière, le parti de Volodymyr Zelensky avait obtenu une majorité absolue en 2019. Mais ça l'est d'autant plus depuis 2022. Et là, avec ce remaniement, ça a été très très clair. On a vu certains députés qui obtenaient les noms de futurs ministres ou en tout cas de la composition du nouveau gouvernement juste quelques heures avant de devoir se prononcer par vote. Donc, la Rada comme chambre d'enregistrement, qui veut aussi dire que l'opposition est complètement minorée. Et donc, l'opposition, évidemment, on ne parle pas seulement des partis estampillés pro-russes qui ont été interdits au printemps 2022, mais on parle aussi, par exemple, de Solidarité européenne de Petro Poroshenko ou du parti de Tymoshenko ou autre. Et ça peut poser des problèmes dans le temps. Et justement, j'y arrive et donc j'ai juste 2-3 minutes de plus. J'y arrive sur cette diapo où je parle des risques de dérive autoritaire. Parce que qui dit concentration des pouvoirs et érection d'une verticale du pouvoir centralisé autour de la présidence, eh bien cela pourrait vouloir dire dérive autoritaire. On ne voit pas encore ça, puisque pour l'instant, tout est fait dans le cadre des prérogatives qui sont données à l'exécutif dans le cadre de la loi martiale. L'opposition, elle est minorée, mais elle garde quand même une capacité d'expression et au sein des comités parlementaires, elle peut quand même faire valoir quelques opinions. Les médias, malgré les restrictions, donc notamment le marathon informationnel, eh bien, il reste relativement libre. On voit toujours qu'il y a une culture de débat, une culture de controverse, une culture d'investigation aussi qui est très très importante en Ukraine. Et donc ça, malgré le contexte de l'invasion généralisée, ça perdure. Le remaniement, il faut l'apprécier selon comment dire, selon euh, l'idée de savoir si jamais il va mener à plus d'efficacité. Et ça, c'est seul le temps qui le dira, puisque pour l'instant, on voit que potentiellement, ça peut renforcer l'efficacité du gouvernement. Donc, notamment vis-à-vis de l'intégration européenne, mais aussi là, ces derniers jours, on a vu des décisions assez fortes concernant des hausses d'impôts, une mesure très impopulaire, le passage du budget qui se profile incessamment sous peu. Il y a une refonte des douanes aussi, qui est une demande très insistante du FMI, de l'Union européenne, des États-Unis, qui a été passée il y a quelques jours. Et donc, si jamais concentration des pouvoirs veut dire plus d'efficacité, eh bien, dans le cadre de l'invasion généralisée et dans le cadre de l'intégration européenne, ça peut se justifier. Il faut suivre de très très près le développement des groupes d'intérêt et des conflits d'intérêts qui peuvent aller avec. Et donc ça, j'en ai déjà parlé. Andriy Yermak n'est pas tout blanc, loin de là. L'administration présidentielle n'est pas toute blanche, loin de là. Et donc, il faut véritablement suivre cette évolution. Un facteur déterminant pour apprécier s'il va y avoir une dérive autoritaire en Ukraine ou pas, c'est aussi le temps. C'est-à-dire que concentration des pouvoirs sur l'espace de quelques mois, avec la perspective de changement sur le front, donc notamment à travers l'opération de Koursk ou d'autres opérations,
et qui pourrait mener à des négociations de paix donc à l'automne en fonction des résultats des élections américaines, puisque beaucoup dépend aussi de ça. Et bien dans ce cas-là, cette concentration des pouvoirs peut se justifier, puisque ensuite elle pourrait mener à une levée de la loi martiale et à une réouverture du jeu politique et à la réorganisation d'élections. Mais si jamais cette situation dure 2, 3, 4, 5, 6 ans, là, ça peut commencer à devenir beaucoup plus embarrassant pour la légitimité politique de Volodymyr Zelensky, d'Andriy Yermak et du système politique en règle générale. Ce qui m'amène donc juste la dernière chose que je voulais dire, puisque l'éléphant dans la pièce, c'est évidemment Dmytro Kuleba, le ministre des Affaires étrangères, donc ce qui me permet de parler de la perspective de négociation de paix et donc d'ouvrir la porte à Elsa Vidal pour l'analyse géopolitique. Donc, il n'y avait absolument aucune raison objective de limoger Dmytro Kuleba. Les autres, on a compris, renforcer l'intégration européenne, nommer des proches d'Andriy Yermak, arbitrer des conflits dans des secteurs économiques ou énergétiques. Mais Dmytro Kuleba, il n'y avait absolument aucune raison objective. On dit qu'il était fatigué puisqu'il était en poste depuis 2020. Mais une des raisons apparemment très prévalentes, c'est une personnalité très indépendante et donc qui avait sa propre voix par rapport à la présidence. Ce qui, encore une fois, n'est pas forcément du goût de Volodymyr Zelensky. Il a aussi été accusé de ne pas être assez efficace et pas assez percutant dans ses relations avec les Occidentaux, notamment pour demander des systèmes de défense antiaérien ou des nouveaux systèmes d'armement. Mais on peut le voir aussi d'une autre manière, c'est qu'il est aussi très marqué Ukraine 2022, c'est-à-dire résistance acharnée du pays par rapport à l'invasion généralisée et revendication maximaliste, donc retour dans les frontières de 1991. Et donc ça, dans la perspective de négociation de paix, eh bien peut-être que la présidence a cherché une autre personnalité qui pouvait se démarquer un peu de ces revendications maximalistes. Non pas que ces revendications maximalistes ne soient pas justifiées, et ça ne veut pas forcément dire que la présidence est prête à faire des concessions qui remettraient en cause la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, mais voilà, au moins, ils se sont donné une marge de manœuvre dans le cas où des négociations de paix commencent. Et donc son successeur, et ça c'est ma dernière diapo, c'est Andriy Sybiha, diplomate de carrière, ancien ambassadeur en Pologne et en Turquie, ancien adjoint, je vous le donne en mille, d'Andriy Yermak, et lui est clairement la voix de la présidence. Et donc, dans le cas où des négociations de paix s'ouvriraient, eh bien, on peut être sûr que lui ne ruerait pas dans les brancards. Et donc, c'est cette dernière dimension géopolitique qui, à mon sens, explique les implications de ce remaniement ministériel, qui donc, encore une fois, est plus un jeu de chaises musicales. Merci beaucoup. Merci Sébastien, merci pour cette présentation très intéressante, très claire. On voit en effet, on comprend un petit peu ce qui se dessine, ce qui a été voulu. Euh, je peut-être avant une petite question, peut-être avant de passer à la présentation d'Elsa, euh, sur euh, sur les priorités et peut-être en effet, par rapport au ministère des Affaires étrangères, tu as bien présenté, je pense que tout le monde a bien vu l'impact ou l'idée derrière le changement. Peut-être sur d'autres ministères, est-ce que par rapport au projet en cours, par rapport au programme en cours, est-ce qu'on a une idée déjà un peu de l'évolution de ce qui va, quelle est cette nouvelle énergie concrètement et qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qui va être mis en place et qu'est-ce qui va se dessiner dans les prochains mois par rapport aux priorités du gouvernement?
Il faut tout changer pour que rien ne change. Je pense que c'est cette formule qui explique véritablement enfin, l'essentiel du remaniement. Moi, j'ai beaucoup accentué sur, donc évidemment, le, la politique étrangère et le ministère des Affaires étrangères, mais aussi sur le ministère de l'intégration européenne et de la justice, puisque à mon sens, c'est vraiment ça le plus gros changement. Mais sinon, il n'y a aucune inflexion de la politique actuellement menée qui est comment dire qui est impulsé par ce remaniement. Il y avait une idée intéressante qui flottait il y a 2 semaines, donc 2, 3 semaines au moment du remaniement, qui était de créer un grand ministère de l'unité et qui devait donc inclure les relations avec, donc la réintégration des territoires occupés, les relations avec les Ukrainiens dans les territoires occupés, mais aussi les relations avec la diaspora et les relations avec les Ukrainiens qui cherchent à échapper à la mobilisation, puisque beaucoup d'entre eux sont complètement sortis des circuits officiels et ils sont partis dans l'économie parallèle, dans la clandestinité. Et ça, c'était une idée très intéressante, puisque, comme on le sait, c'est un des défis majeurs auxquels fait face l'Ukraine aujourd'hui, mais qui va véritablement, enfin, qui va avoir un impact durable. Euh, mais comme on le voit, ça n'a pas encore été fait, et le ministre en charge de la réintégration des territoires occupés, eh bien, c'est celui justement qui est par intérim. Donc, ça montre l'intérêt que l'on porte à son ministère. Mais sinon, non, et en termes en termes d'inflexion de la politique, il n'y a vraiment pas grand-chose, à part évidemment donc ces mesures fortes, mais qui accompagnent aussi le mois de septembre, la rentrée politique, le budget, la hausse des impôts que j'ai déjà évoqué. Mais sinon, non, c'est Bankova, donc la présidence qui continue sa politique, et il n'y a pas de changement majeur. Une dernière petite question, la perception des Ukrainiens, du public, les sondages, c'est perçu comment aujourd'hui ce changement? Indifférent. Indifférent. Ouais. Il y a vraiment pas de gros mouvements d'opinion là-dessus. Les frappes dans la profondeur russe, l'opération à Koursk, ou évidemment les bombardements sur les villes ukrainiennes sont des sujets qui préoccupent beaucoup plus les Ukrainiens. Et l'électricité, évidemment. Merci. Merci Sébastien. Euh, je propose de passer, avant d'initier une session de questions avec nos participants, avec l'ensemble des participants, je propose de passer la parole à Elsa. Euh, Elsa, donc, je propose que vous interveniez donc sur la question de savoir plus généralement si comment sont perçus ces changements au niveau sur la scène internationale, quel peut en être l'impact et comment c'est interprété de- d'un point de vue international. Merci, merci pour l'invitation et merci à Sébastien qui m'a permis, comme à vous, j'imagine, d'entrer dans le détail de certains choix qui ont pu être faits et des profils qui sont privilégiés par la Bankova. Alors, si je retiens les deux conclusions de Sébastien, c'est-à-dire une population ukrainienne relativement indifférente à ce changement et préoccupée par plutôt la progression sur le terrain militaire et la capacité de la population à résister, j'ai un troisième hiver avec des infrastructures énergétiques fragilisées, eh bien, je dirais que c'est à peu près l'état des préoccupations également valable du point de vue géopolitique. Et dans un premier temps, je dirais que c'est un remaniement qui, à l'exception effectivement du volet portant sur Ukrenergo et du départ du solaire Dmytro Kuleba, c'est un remaniement qui est passé quasiment inaperçu et qui n'a pas été discuté dans
dans les cercles diplomatiques, ni même journalistiques de l'Europe occidentale et de l'UE en général, mais aussi très peu dans la presse américaine. Même, en fait, il y a eu des titres qui y ont été consacrés dans le Financial Times ou dans le Wall Street Journal pour signifier que voilà, le président entendait reprendre ou garder la main, rappeler qu'il entendait garder la main sur la conduite des affaires en temps de guerre, pour s'inquiéter du départ de Kouleba et s'en étonner, mais sans aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Et ce qui m'a d'abord frappé, effectivement, c'était finalement votre intérêt, l'intérêt de la Chambre pour un dialogue sur cette question-là, parce que je pense que moi aussi, j'ai été victime du point de vue très diplomatique et militaire qui est désormais le filtre d'analyse prééminent quand on parle de l'Ukraine. Et ça m'a effectivement, moi aussi, prise de court que vous souhaitiez faire un séminaire sur cette question, ce qui témoigne bien du fait que les questions de politique intérieure soient quand même reléguées au second plan aujourd'hui quand nous parlons d'Ukraine. Le départ de Dmytro Kuleba, c'est quelque chose qui a été difficilement perçu par le personnel diplomatique européen et français, puisque Dmytro Kuleba était certainement celui qui était reconnu, perçu dans la pratique comme le plus proche de nos pratiques occidentales, le plus à même de nous parler en termes que nous pouvions assimiler, le plus proche de nos critères de comportement occidentaux, c'est-à-dire le plus compatible avec tout le personnel chargé de développer et de naviguer les relations avec l'Ukraine. Donc son départ est particulièrement mal perçu, mais pour autant, l'engagement en faveur d'une résolution de la guerre actuelle qui prenne en compte les revendications de souveraineté et d'intégrité territoriale de l'Ukraine n'ont pas varié, pour le moment du moins, en Europe. Et cette constance fait qu'une place est ouverte au successeur de Kouleba pour remplacer son prédécesseur, quand bien même un attachement personnel était présent, encore une fois du fait de la personnalité extrêmement solaire, extravertie, mais proche des Occidentaux, de l'ancien chef de la diplomatie ukrainienne. Donc, du regret, mais rien qui vienne faire varier la ligne qui a été initiée. À l'heure actuelle, je le dis bien parce que je vais revenir sur l'impact quand même de la politique intérieure. Donc, premier temps, stupeur, surprise, mais adaptation suite au départ de Dmytro Kuleba. Relatives interrogations quant au changement à la tête d'Ukrenergo. Plutôt tranquillité du fait que Ruslan Umerov ne quitte pas le ministère de la Défense malgré toutes les interrogations ou les critiques qui existent à ce sujet. Critiques qui sont connues, inquiétudes qui sont connues, mais qui sont très peu relayées publiquement, de peur de fragiliser un soutien populaire à l'Ukraine dans la mesure où, ce n'est pas ma position, mais dans la mesure où parler des difficultés que rencontre l'Ukraine, qui sont anciennes et structurelles, et de mon point de vue aussi héritées de la gouvernance soviétique, parler de corruption, parler de parfois manque de capacité, de manque de compétences dans certaines institutions et dans l'institution de défense, c'est quelque chose qui est tout à fait susceptible de venir alimenter les détracteurs de la politique de soutien à l'Ukraine. Donc c'est une thématique qui est passée sous silence et avec laquelle on est content de pouvoir se retrancher derrière le maintien dans sa position du ministre de la Défense. Quant à la ministre de l'Intégration européenne et de la justice, son activité et sa ligne est très appréciée, surtout depuis qu'elle avait fait des déclarations assez emphatiques en juin dernier, quand les négociations en vue de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE ont été officiellement lancées et que Olia Stefanin avait pu faire savoir qu'il n'y aurait pas de demande de discount, que l'Ukraine ne demandait pas un traitement préférentiel et entendait faire tout le travail nécessaire pour la reprise de l'acquis européen. Ceci étant dit, je pense que aucun des commissaires à l'heure actuelle
donc avec la nouvelle commission, ne minimise le travail à réaliser pour l'intégration européenne et l'agenda, l'horizon 2030 qui a pu être maintes fois réitéré du côté ukrainien, c'est un horizon qu'on va s'efforcer d'atteindre, mais on ne peut pas se prévaloir d'une réussite. Il y a énormément de défis à dépasser, a fortiori pour un pays en guerre. Néanmoins, l'Ukraine a su faire preuve d'une très grande détermination, et ce qui continue de largement peser sur la perception et l'appétence européenne en faveur de cette intégration rapide à l'UE et en faveur également d'un soutien maintenu à l'Ukraine, ce sont tout d'abord, devrais-je dire, les événements qui sont venus marquer presque concomitamment ou qui ont même précédé ce remaniement sur le champ militaire. Et c'est avant tout l'offensive dans la région de Koursk en Russie qui certainement sert de cadre analytique et qui donne la couleur de l'analyse faite de ce changement, de ce remaniement gouvernemental. C'est pourquoi mon analyse est que pour le moment, rien n'a fondamentalement changé quant à l'implication des différents États européens en faveur du soutien à l'Ukraine. Et plus encore, j'aimerais insister sur le fait que la composition de la nouvelle Commission européenne vient donner en quelque sorte des assurances sur le fait qu'il y a une implication grandissante, alors à défaut des États membres, en tout cas de l'UE, par le fait notamment qu'un commissaire à la défense et à l'espace dans l'Union européenne a été créé, que ce poste a été confié à l'ancien Premier ministre lituanien, Andrius Kubilius, qu'il y a aussi, bien sûr, la nomination de l'ancienne Première ministre estonienne Kaja Kallas au poste de vice-présidente et de chargée, bien sûr, des questions de défense et de sécurité, pardon, et de politique de sécurité à la Commission européenne, et qu'il y a aussi une alliée de poids du côté de la commissaire finlandaise, Anna Vikkunen, qui va diriger l'Agence européenne de défense. Donc, ces trois nominations laissent entendre qu'il y a un engagement durable au niveau des institutions européennes, d'une part à renforcer la présence dans le domaine de la défense pour l'UE, mais aussi que cette défense se fasse en direction d'un soutien à l'Ukraine et d'une politique de fermeté vis-à-vis de la Russie. Ceci devrait venir contrebalancer des difficultés intérieures rencontrées par des États membres, les États membres qui, d'ordinaire, jouissent de la plus grande influence diplomatique au sein de l'Union européenne, et je pense tout particulièrement à la France, mais aussi à l'Allemagne. Et bien sûr, on verra dans un troisième temps les incertitudes que font peser les élections, ou plutôt l'élection présidentielle aux États-Unis du 5 novembre prochain. En ce qui concerne la situation en France, bien sûr, la fragilité actuelle du gouvernement et du président français liée à la dissolution et à la difficulté à nommer un gouvernement, même s'il apparaît que peut-être nous en aurons un d'ici la fin de la semaine, ont bien sûr ont une signification en termes de déstabilisation, déstabilisation qui se fait au profit d'un gouvernement plus à droite, avec une progression significative et même historique du Rassemblement national au sein de l'Assemblée, qui pourrait justifier une inflexion plutôt en termes de retenue dans le soutien à l'Ukraine, mais surtout dans le caractère de fermeté de la réponse apportée à la Russie et des exigences faites en termes de accountability, c'est-à-dire dans la capacité du gouvernement russe à rendre compte de ses actions. En termes plus simples, il serait tout à fait attendu que la politique de soutien de la France à l'Ukraine fasse preuve d'un certain recul et d'une volonté accrue de négociation avec le gouvernement russe. Cette inflexion, on peut aussi s'attendre à la trouver
en Allemagne, du fait de la très forte progression du parti de l'Alternative pour l'Allemagne aux élections locales, dont un nouveau tour se profile pour la fin du mois de septembre et qui a amené Olaf Scholz à réitérer son refus de mettre à disposition de l'Ukraine des missiles à longue portée que sont les Taurus, mais aussi à peut-être pourrait l'amener à faire des concessions en termes de rapports et de relations avec la Russie, l'AfD étant notoirement de la ligne Russland verstehen, comprendre la Russie, comprendre les exigences sécuritaires et stratégiques de la Russie. Cette inflexion en Allemagne et en France, alors que les deux pays étaient parmi les moteurs traditionnels de l'UE, là aussi alignés sur la politique des pays voisins de la Russie, c'est-à-dire la politique de fermeté, est plutôt un signal d'alarme. Néanmoins, le fait que l'ancien ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, ait été nommé commissaire européen en remplacement de Thierry Breton et pour rôle le renforcement des industries, pourrait nous amener à comprendre que le président entend sanctuariser sa politique pro-européenne et sa politique de soutien à l'Ukraine. Ce que j'entends de par les contacts que je peux avoir dans l'entourage diplomatique du président ou dans l'entourage diplomatique français, tout simplement, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a néanmoins peu d'attention dévolue aux questions internationales. Cette attention va prioritairement à l'Ukraine et à la situation au Moyen-Orient, et que pour l'instant, elle ne se traduit pas par un changement du cours de la diplomatie française vis-à-vis de l'Ukraine. Même si les partisans de la négociation avec la Russie, qui étaient là dans l'entourage du président depuis le début, tentent de relancer cette dimension ou cette dynamique en arguant que seul le président français Emmanuel Macron serait en situation, de par ses relations avec Vladimir Poutine, de stimuler, de faire advenir une négociation et un accord de cessez-le-feu dont la France pourrait revendiquer la paternité. Donc, la tentation de la négociation avec la Russie impulsée par la France et par l'Union européenne, ce faisant par un pays d'Europe, n'a pas disparu du paysage. Elle est même dynamisée par l'évolution du paysage politique intérieur français, mais contrecarrée par la composition de la Commission européenne, à sa tête avec Ursula von der Leyen, qui est d'ailleurs présente aujourd'hui en Ukraine, ce qui vient abonder cette théorie. Le déterminant auquel nous pensons tous et toutes dans cette salle, je le pense, le dernier maillon de cette chaîne, c'est le résultat de l'élection présidentielle américaine qui va se tenir le 5 novembre. Le maximum de l'incertitude étant lié à une victoire de Donald Trump, mais la victoire de Kamala Harris n'amenant pas non plus une réassurance quant au soutien auquel les États-Unis accéderont, et notamment quant à l'autorisation des armes l'utilisation des armes de longue portée, notamment des missiles type Storm Shadows en Russie, pour pouvoir frapper les infrastructures logistiques et militaires qui rendent possible la continuation de l'invasion de grande ampleur. On aura, je le pense, un tout petit peu plus d'éclairage quant à la dynamique actuellement en cours à la Maison-Blanche, puisque Volodymyr Zelensky prononcera un discours à l'Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre et qu'il rencontrera ensuite à Washington le 26 Joe Biden, Kamala Harris, avant de voir également Donald Trump. Nous verrons à ce moment-là s'il y a une capacité à l'heure actuelle à la Maison-Blanche à dépasser la crainte d'un engrenage pour autoriser ces frappes. Nous sommes nombreux à envisager cette opportunité comme dangereuse mais tentable. Il y a naturellement chez Joe Biden et son entourage une approche
plus conservatrice en la matière, une approche héritée de la grammaire de la guerre froide et de la dissuasion, qui se traduit par finalement la position adoptée depuis plus de 2 ans, qui consiste à, autant que possible, permettre à l'Ukraine de contenir l'agression russe sans lui permettre finalement de remporter la victoire sur le champ militaire, une victoire ne serait-ce que par la capacité à infliger une défaite stratégique significative à la Russie sur le champ de bataille, pas nécessairement par une défaite totale de la Russie. Et ce conservatisme a pour effet de venir renforcer l'absence la plus criante, à mon sens, on parlait tout à l'heure de l'éléphant dans la pièce à propos de Dmytro Kuleba, eh bien, du point de vue géopolitique, l'éléphant dans la pièce, c'est qu'il n'y a, à ce jour, pas de définition collective, mais pas de définition, il me semble, non plus au niveau étatique individuel, unilatéral, de ce que serait une victoire de l'Ukraine et surtout de l'issue que nous poursuivons, tant collectivement qu'individuellement, pour la guerre actuelle que l'Ukraine se voit obligée de mener face à la tentative d'invasion à grande échelle de la Russie. C'est pourquoi il me semble que pour le moment, nous sommes dans un moment de transition très important et que si aux États-Unis, un président en faveur d'un isolationnisme ou d'une implication minorée en Ukraine venait à être élu, et je n'exclus pas que Kamala Harris puisse avoir ou être favorable à un soutien modéré et non pas maximaliste, alors cela pourrait faire écho à des tendances de politique intérieure et aux tendances assez latentes, traditionnelles en France, de vouloir avant tout prêter une oreille attentive aux attentes stratégiques de la Russie plutôt qu'à l'Ukraine ou aux autres pays issus de l'ex-espace soviétique. Et à ce moment-là, il s'agirait alors de faire la balance des capacités de la Commission européenne et de l'Union européenne en tant qu'institution plurielle à contrecarrer ces nouvelles inflexions en faveur de ce que fut traditionnellement la position française, c'est-à-dire faire prévaloir les intérêts de la Russie et de la relation franco-russe sur toutes les autres relations de la France et de l'Europe avec les autres États issus de l'espace post-soviétique. Merci Elsa pour cette présentation très intéressante. Je propose de passer à quelques questions. On a deux questions dans le chat, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres questions. Une première question qui est les relations actuelles avec les gouverneurs d'oblast et le président. Et en particulier, est-ce que certains gouverneurs seraient sur la sellette ensuite de ce remaniement peut-être ministériel? Est-ce que, je sais pas, c'est peut-être Sébastien Oui, c'est Sébastien. Bon, même si la réponse est très simple, hein, les gouverneurs sont nommés par le président. Donc là, pour le coup, les gouverneurs émanent directement de Bankova, émanent directement de la présidence. Et donc, il n'y a pas, quelle est l'expression consacrée? Il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille. Enfin bref, voilà. Il y a pas de distance, il n'y a pas de différence entre les gouverneurs et la présidence. Dans le cadre du remaniement, mais c'était vraiment aux marges, c'était pas tout à fait connecté. Il y a le gouverneur de Transcarpathie, de Zakarpattia, qui a été remplacé. Et on parle du gouverneur de Lviv qui pourrait monter à Kiev pour prendre un rôle de conseiller ou d'adjoint auprès de la présidence, mais ça, ce n'est pas encore fait. En fait, la question la plus intéressante dans la perspective des relations entre le pouvoir central et les collectivités territoriales des régions, c'est que c'est véritablement dans les régions que l'on trouve les principaux contre-pouvoirs à l'autorité présidentielle. Et là, donc, je ne parle pas des gouverneurs, mais je parle des maires des grandes villes. Dnipro, Kharkiv, Odessa, Lviv et encore d'autres.
Là, c'est un personnel politique qui est très indépendant de la présidence, qui est en place depuis de nombreuses années dans certains cas, mais en tout cas, il faut se rappeler que les dernières élections municipales et cantonales régionales, c'était en 2020. Et donc, c'est un personnel qui, déjà à l'époque, s'était inscrit en opposition, ou en tout cas avec une certaine note de différence vis-à-vis de Volodymyr Zelensky. Et les maires des grandes villes ont vu leur autorité, leurs compétences et leur légitimité renforcées dans le cadre de la défense territoriale à partir du 24 février 2022, puisqu'il y a beaucoup de décisions en termes de défense territoriale et en termes évidemment d'organisation de la vie en milieu urbain, de gestion des ressources, d'évacuation des civils qui ont été prises au niveau municipal. Donc voilà, au niveau des gouverneurs, il n'y a absolument pas Oui, grand-chose à dire, mais par contre, au niveau des maires et au niveau des contre-pouvoirs régionaux, c'est très, 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 très important. Et puis, ben, donc, je me permets de répondre tout de suite à la deuxième question que j'avais vue passer dans le chat. Non, Oleksiy et Dmitro Kuleba ne sont pas liés. Euh, c'est c'est quelque chose que je voulais aussi mentionner dans ma présentation, mais j'ai oublié de le dire. Donc, merci beaucoup de cette question qui précise qu'en effet, ils n'ont aucun lien de parenté. d'accord. Sur une question par rapport au tandem Yermak-Zelensky sur le côté militaire, leur influence est-elle, parce qu'on la voit en effet sur tous les domaines, beaucoup des domaines économiques, est-ce qu'elle s'étend également sur le domaine militaire? C'est encore pour moi? Ah Bah, bah oui. Hmm. Oui, mais de toutes les manières, Zelensky et Yermak, c'est véritablement le sommet de la pyramide. Donc, leur coopération s'étend à tous les secteurs, y compris le secteur militaire. Et c'est là aussi où on voit que le fait que Ruslan Umerov, le ministre de la Défense, reste en place, son prédécesseur, il avait quand même fallu 2, voire 3 scandales de corruption majeurs pour que il, pour qu'il soit limogé. C'est à cette inertie aussi que on voit que la présidence a véritablement une assise sur le secteur de la défense. La personnalité de Kamishin aussi, que j'ai déjà mentionné dans ma présentation, est aussi très intéressante, puisque lui a donc été très actif dans tout ce qui est partenariat avec les pays occidentaux, euh, au ministère des Affaires stratégiques. Il est aussi passé par Ukroboronprom, donc le conglomérat national d'armement. Directement après avoir quitté le ministère des Affaires, le ministère des Infrastructures stratégiques, donc il y a 2 semaines, il était dans l'avion avec Volodymyr Zelensky pour aller à Ramstein, donc cette base américaine dans l'ouest de l'Allemagne où il y a des réunions régulières d'une quarantaine, cinquantaine de pays pour décider des livraisons d'armement à l'Ukraine. Et donc on voit que cette question des armements est intimement liée à la présidence et intimement liée au duo Zelensky-Yermak. d'accord. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sur le chat. Je pense qu'on a. Alors on voit faire un point sur l'état de la corruption et la lutte contre la corruption, notre regard sur le poids de Klitschko. Je pense sur la corruption, on l'a déjà évoqué. Je sais pas, Mais la lutte contre la corruption, donc c'est particulièrement comment dire, c'est particulièrement intéressant parce que ce qu'on voit, c'est que il y a encore énormément de scandales de corruption qui sortent.
qui nous indique quoi? Ce qui nous indique que la corruption endémique qui phagocyte l'Ukraine depuis 1991, elle est toujours là. Il aurait été naïf de croire qu'elle allait disparaître à cause de l'invasion généralisée. Le Covid a Au disparu à contraire. cause de l'invasion généralisée. Pardon? Même au contraire, dans tous les États en guerre, pour Exact. avoir travaillé en tant qu'humain, dans tous les États en guerre, en particulier dans toutes les situations d'urgence, on sait qu'il y a de la corruption, on sait que ça génère de la diversion de l'aide et de la corruption, et on connaissait l'État corrompu de l'Ukraine. Ce qui, moi, excuse-moi, hein, Sébastien, ce qui, moi, me rassure, c'est que ça sort, c'est qu'il y a quand même des scandales. Je t'en prie. Et c'est la grande différence. Il y a des scandales. Et c'est Mhm. aussi un effet de transparence qui montre qu'un certain travail est en train de se faire. En tout cas, d'un point de vue, encore une fois, je suis pas du tout une spécialiste de l'Ukraine. C'est pour ça que je me permets de donner ma perception de spécialiste de la Russie et de la manière dont les diplômes européens perçoivent et s'impliquent dans cette question. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça perce. Voilà, je te repasse la parole. Mais oui, mais c'est exactement ça, ouais, parce que la guerre, évidemment, offre beaucoup d'opportunités pour différents groupes d'intérêts et on voit donc dans tout un tas de domaines. Elsa parlait du détournement de l'aide humanitaire, par exemple, mais vous imaginez ce qui est en train de se passer avec la mobilisation, le prix à payer pour échapper à la mobilisation ou pour pouvoir sortir du pays a quand même grimpé en flèche, grimpé exponentiellement ces 2 dernières années. Donc voilà, on voit la constitution de nouveaux groupes d'intérêts qui entretiennent et qui utilisent bien, les schémas de corruption qui existent en Ukraine depuis 1991. Et ça, donc, mon dernier livre était sur les oligarques ukrainiens. Et donc ça peut aussi mener à l'émergence d'une nouvelle oligarchie, puisque la vieille oligarchie, celle des années 1990, celle des années 2000, elle a beaucoup souffert de l'invasion puisqu'elle a perdu beaucoup d'usines et aussi parce que ces têtes qui sont bien connues ont été donc pas placées sous sanction, mais en tout cas voilà, sont sous pression de manière diverse et variée. Mais la situation actuelle peut mener à l'émergence d'une nouvelle oligarchie. Cela étant dit, ce que je voulais dire sur la lutte contre la corruption, c'est que effectivement ces scandales sortent. Et ce qu'a dit Elsa est très très juste. C'est rassurant. Mais ce qui est rassurant, c'est aussi la réaction des institutions, la réaction du politique, mais aussi la réaction du judiciaire. Et on a vu, par exemple, ces derniers temps, le ministre de l'Agriculture en exercice être arrêté. Et ça, c'est le premier ministre en exercice à être arrêté dans l'exercice de ses fonctions. Donc, ça s'est passé il y a 1 mois et demi, 2 mois, si je ne m'abuse. Et ça, c'est véritablement majeur, puisque ça n'avait jamais été fait depuis 1991. En général, on le limogeait, ou alors il prenait un congé maladie, ou alors il partait à l'étranger, quelque chose comme ça. Et là, il a été arrêté. Et ce qu'on voit, c'est que les scandales de corruption sont accompagnés de plus en plus par des sanctions politiques, mais aussi toute une procédure judiciaire qui, qui produit des résultats dans la lutte contre la corruption. Si vous vous rappelez, en 2019, on a instauré une haute cour anticorruption, donc qui était un peu le sommet de la pyramide des organes de lutte contre la corruption, donc le procureur, les détectives, l'agence de prévention et ainsi de suite. Et au sommet de tout ça, il y avait la haute cour de lutte contre la corruption. Eh bien, cette haute cour, il y a là encore 1 mois et demi, 2 mois, elle a passé son 200e verdict. Donc, ce qui montre qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits et il y a énormément de résultats qui ressortent et des résultats de plus en plus systémiques. Donc ça, c'est quand même très très important très important à noter. Le phénomène perdure, mais les organes de lutte contre la corruption sont de plus en plus efficaces dans cette lutte. La question sur Klitschko, il fait partie des contrepoids à l'autorité présidentielle. Donc, le maire de Kharkiv, Dnipro, Odessa, Lviv, voilà, j'avais oublié de mentionner Kiev, mais il, euh, voilà, il a plus ou moins le même poids, mais il a une aura qui est très limitée.
sur la capitale, et encore au sein même de la capitale, il est très contesté pour des questions immobilières, notamment immobilières et foncières. Mais voilà, Vitaly Klitschko, il n'a pas forcément de projection nationale. Il avait une aura présidentiable en 2014, juste après la Révolution, mais il s'est retranché sur la mairie de Kiev et visiblement, voilà, il ira pas beaucoup plus loin. C'était déjà pas mal l'Amérique Kiev, mais en effet, parfait. En tout cas, un grand merci. Sur les autres questions, c'est pas forcément lié au changement ministériel, mais on reviendra sur d'autres interventions, sur d'autres webinaires sur ces questions-là. En tout cas, je tenais on a déjà dépassé un petit peu l'horaire envisagé, donc je tenais à remercier beaucoup Elsa et Sébastien pour leur temps, pour leurs éclairages. Vraiment, je pense que ça a été très intéressant. Ça a permis de donner un peu une meilleure compréhension. En effet, à un moment où c'est vrai que l'Ukraine, peut-être que c'est passé un petit peu plus inaperçu sur le fait que, bah, en France, il y a certaines actualités politiques. La Commission européenne est également dans un petit remaniement. Donc voilà, et qu'il y a des élections en Europe partout. Et il ne faut pas oublier en Allemagne ce qui se passe. Enfin voilà, donc beaucoup de choses qui se passent, également sur la scène internationale. En tout cas, c'était bien de donner cet éclairage sur l'Ukraine, parce que je pense que beaucoup d'entre nous travaillent avec les ministères, les autorités. C'est important de savoir qui sont les interlocuteurs, qu'est-ce qui se dessine et comment ça va pouvoir changer pour nous dans les mois qui viennent notre approche dans ce domaine. En tout cas, voilà, un grand merci encore une fois à Merci Elsa, beaucoup. un grand merci à Sébastien, merci à tout le monde d'avoir participé ce matin et en tout cas, je vous dis à très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Merci Au beaucoup. revoir, à très Au revoir à bientôt. tous. Merci Sébastien, vous aussi. Merci Elsa. Merci beaucoup. À tout Bonne vite. journée à tous. Bon courage. Merci, au revoir.